Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de dire, comme d'habitude ces dernières semaines, nous allons parler des États-Unis, de Trump, encore de Trump, parce que voilà, de temps en temps, je me dis peut-être il faudrait parler des élections en Allemagne. Bon, le truc c'est que je pensais que le sujet n'était pas encore assez vaste pour couvrir toute une émission. Et puis après, je me suis dit peut-être on va parler un petit peu de la France parce que ça reste notre pays. Que en ce moment, au moment où on fait cette émission, il y a une motion de censure qui est en jeu pour le gouvernement Bayrou. Il semblerait que le PS ne veuille pas la voter, peut-être le RN non plus, donc en fait il va pas tomber, donc ça veut dire le projet de loi de finances donc 2025 va passer, enfin voilà. Rien de particulièrement incroyable sous le soleil. Ce projet de loi d'ailleurs, il est à peu de choses près identique à celui de Barnier il y a quelques mois. Rien ne change, plus d'impôts, plus de dépenses, voilà. Comme d'habitude, on a envie de dire. Donc plus de fonctionnaires évidemment, plus de dettes, plus de tout ça. Et puis en plus de ça, des chiffres. Alors à chaque fois, on prend les prévisions des chiffres au pied de la lettre en se disant ok, alors si on fait ça, on aura tel déficit à la fin de l'année, etc. Enfin, je veux dire, il y a la lettre et puis il y a les faits. Si on compare le projet de loi de finances pour l'année 2024 à ce qu'ont été les finances de l'année 2024, il y a quand même quelques différences. Donc je vois pas pourquoi ce serait différent encore une fois pour cette année. Oui, surtout qu'il semble bien qu'on soit en train de rentrer en récession. Tout à fait, de manière officielle, c'est-à-dire même selon les chiffres de l'INSEE. On a déjà un trimestre en baisse et que je vois pas comment celui-ci serait en hausse. Donc je sais bien que la Caisse des dépôts et la Banque de France nous avaient expliqué qu'il n'y aurait pas de récession en France, mais enfin, ça vient qu'on a une. Il semble bien que les rentrées fiscales vont se ratatiner, que je vois pas très bien comment les dépenses pourraient se stabiliser. Ouais. Donc je vais faire une prédiction hasardeuse, moi qui n'en fais jamais, ça ne m'étonnerait pas que le déficit budgétaire soit supérieur à celui qui est annoncé dans la loi de finances. Mais je prends des risques là. C'est des gros risques. Hein. Je prends des risques extraordinaires, ma crédibilité est en jeu. Là, oui. Je suis très inquiet. Ouais. Oui, c'est, on va dire, c'est sûr à 99,99%. Je pense que le déficit soit supérieur à ce qui est. Je ne connais pas un seul déficit budgétaire qui était présenté, je crois, de ma vie d'homme, enfin oui, c'est ça, depuis 1978, par là au moins, qui n'était présenté en disant que l'année suivante, le déficit allait être réduit. Ouais. Je crois qu'ils ont toutes les projections du déficit, c'était toujours que l'année d'après, cette année, c'était pas terrible, mais l'année d'après, ça allait, puis dans 3 ans, on allait retourner à un équilibre. Ouais. Donc, oui, c'est toujours ça, oui. C'est toujours ça, donc si vous voulez, j'aimerais bien qu'un jour, on ait un gouvernement qui dise, bon, je vais couper les impôts, je vais virer les fonctionnaires, et puis je vais me retrouver avec le déficit, on verra bien ce que c'est, quoi. Oui, et je m'en fous. En plus de ça, il y a un petit peu un côté autoréalisateur, c'est-à-dire qu'on annonce des augmentations d'impôts, etc. Donc les entreprises se disent, oulala, du coup ça va me réduire mes marges, du coup je vais pas m'embêter à du coup je vais virer des embaucher, voilà, je vais virer des gars. Donc si je vire des gars, les gars vont se dire, bon, il faut que je fasse de l'épargne avant d'être viré. Voilà. Donc on va éviter de dépenser de l'argent, voilà. Donc à tous les niveaux, en fait, il y aura de moins en moins de transactions et donc en fait, on va être en décroissance. Même selon les chiffres officiels de l'INSEE. Mais j'ai vu que les prévisions faites par l'agence pour la consommation d'énergie... Ah oui, l'ADEME, oui. L'ADEME, je sais pas quoi, elles disent qu'il faut que notre consommation d'énergie baisse de 30% d'ici 1935, je crois, 2035, oui. Et de 50% d'ici 2050. Alors, comme vous savez qu'il y a une adéquation dans quasiment tous les pays du monde entre la consommation d'énergie et le niveau de croissance... Ouais. Ça veut dire que l'ADEME nous annonce que le PIB va baisser de 50% d'ici 2050. C'est difficile d'avoir des budgets en équilibre avec ça. Oui. Oui, bah c'est mais l'ADEME, ils sont maintenant combien 2000 Je sais pas, ils sont trop nombreux en tout cas. Oui. Qui a été créé par Sarkozy, je crois. Oui, en tout cas. Il y a maintenant 2000 fonctionnaires dedans. De toute façon, ça sert à rien. S'ils sont deux, ils sont deux de trop, clairement. Donc, oui, non, mais là, il y en a 2000, je crois. Oui. Et un budget de 1 milliard, je crois. Oui, c'est aussi qu'ils nous disent que il faut pas laver nos vêtements de sport avant de les avoir utilisés 2 ou 3 fois. Alors je sais pas vous, mais moi quand je pars faire un jogging 20 minutes et que je reviens avec mon t-shirt, je n'ai aucune envie de le reporter le jour suivant, hein, clairement. Donc bon. Bref, moi, je peux pas vous raconter parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait de jogging. très 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 longtemps. Donc. Bah, vos vêtements vous remercient. Alors vous aidez la planète. Moi j'avais une caractéristique curieuse, c'est que je transpirais pas du tout. Ah oui, c'est pratique pour le coup parce que moi je peux pas en dire autant. Vous avez des crampes. Parce que vous éliminez pas.
Enfin, je vous dis ça en tant qu'ancien sportif, parce que oui, bien sûr. C'est une mémoire. Hein. Vous l'avez lu quelque part, ça. J'ai lu. Enfin voilà, donc pour revenir au sujet donc initial, qui est donc toujours les États-Unis, parce qu'ils sont un petit peu en train de dicter le nouveau rythme du monde, en tout cas d'une grande partie du monde, notamment la partie occidentale. Il y a quelques jours, beaucoup d'agences de presse se moquaient un petit peu de la stratégie de Trump d'imposer ce qu'on appelle en anglais les tariffs, les taxes en fait. Les droits de douane. Les droits de douane, tout à fait. Notamment sur le Mexique et le Canada. En fait, on voit bien comment à chaque fois c'est utilisé. Trump attend de ses partenaires, du moins américains, qu'ils fassent un certain nombre de choses, notamment la lutte contre le trafic de drogue. C'est principalement ce qu'il demande. Oui. Voilà, tout à fait, le fentanyl, c'est principalement ce qu'il demande particulièrement au Mexique, mais aussi au Canada. Et donc, il menace des droits de douane de 25%, sachant que pour le Canada particulièrement, mais c'est aussi pour le Mexique, c'est très embêtant, parce que pour le Canada, ça représente les exportations aux États-Unis, ça représente déjà 66% de leurs exportations totales. Et puis, même je me demande si pas un peu plus, et ça représente 21% de leur PIB. Donc autant dire, si on commence à mettre 25% de droits de douane dessus, ils vont être un peu embêtés. Donc alors pendant quelques heures ça hausse le ton. Alors ils disent bah si c'est comme ça, nous aussi on va taxer les produits américains de 25%. Alors les Américains ils disent bon ok d'accord, soit fou, on ira les acheter ailleurs. Ouais voilà. Et derrière en fait Trudeau dit bon bah si c'est comme ça, on va envoyer 10 000 gars à la frontière pour lutter contre le trafic de fentanyl. Et à chaque fois ce que fait Trump c'est que il postpone en anglais, il reporte l'application de ces droits de douane au mois prochain. C'est-à-dire en fait sous réserve que vous continuez à faire votre truc, on va pas appliquer les droits de douane et tout va bien se passer entre nous. Donc voilà, c'est des méthodes de négociation un petit peu musclées qu'on n'avait pas vues depuis un certain temps, mais qui s'avèrent tout à fait efficaces. Ben oui, moi, écoutez, je suis Trump avec beaucoup d'amusement depuis, ça doit faire 8 ans maintenant, ou 10 ans, j'en sais rien, ou même plus ça, oui. Un petit moment. Et j'en suis arrivé à la conclusion que cet homme adore quand la presse, etc., dit qu'il est idiot. Oui, je pense aussi. Donc ouais. il en a une donc sa méthode de gouvernement aujourd'hui qu'il est là, j'en sais rien, mais ça m'a l'air d'être. Écoutez les gars, je vais faire des trucs complètement cons. La presse va sauter dessus, va parler que de ça, comme les droits de douane là, avec le Canada et le Mexique. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire élire mes mecs au Congrès. Personne ne va en parler. On met Tulsi Gabbard, tout le monde sait très bien. On met ceci, donc il fait passer ces gars au Congrès. Et en même temps, il envoie ces gars commencer à vérifier les dépenses. Oui. Le truc de Musk est en train de se mettre en place. Il y a déjà le principal fonctionnaire qui était chargé d'envoyer toutes les dépenses aux États-Unis, qui était obligé de donner sa démission parce qu'il a refusé que Musk vienne faire un audit de ses comptes. Et donc, il est en train de commencer donc à tout nettoyer, ce brave Musk. Mais je sais pas, je suis loin d'avoir les bons chiffres ou tous les chiffres, mais j'ai entendu une interview de Zelensky, à qui un journaliste posait la question, qu'est-ce que vous avez fait des 170 milliards de dollars que vous avez reçus? Et Zelensky répondit, en tout cas, moi je sais que nous n'en avons reçu que 175. Ouais. Que 75. Que 75, donc oui. Donc, Zelensky disait, il y en a une centaine, je sais pas où ils sont allés, en tout cas ils sont pas allés en Ukraine. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des complicités, mais s'il y a 100 milliards de dollars qui ont disparu dans le système de paiement entre les États-Unis et l'Ukraine, j'imagine que M. Musk va en trouver la trace. C'est possible, oui. Et c'est peut-être plus important que les tarifs. Ce que je veux dire par là, c'est que le truc, c'est le coup du joueur de Bonto, vous savez. Il vous dit, regardez ma main. Regardez la main droite et puis avec la main gauche. C'est avec la main gauche qui se passe. Donc je me demande si on n'est pas en train de faire un énorme coup de Bonto. Ouais. Pendant qu'il s'occupe des trucs vraiment importants, vraiment, il envoie des signaux pour occuper les journalistes, quoi. Alors c'est vrai que les journalistes sont très occupés sur cette question des droits de douane. Ça les aime beaucoup. Pour pouvoir dire que Trump est idiot, ça les... Ouais.
ça les occupe à temps complet. Et en plus de ça, même là-dessus, au final, il s'avère que Trump est gagnant sur ces méthodes-là. C'est-à-dire que, à la limite, il pourrait y avoir effectivement tout un pan sur lequel il peut avoir l'air un petit peu idiot et il n'a pas l'air d'obtenir ce qu'il veut. Un peu brutal, un peu enfantin, jouer dans la cour de récréation. Mais force est de constater que il obtient absolument tout ce qu'il veut à chaque fois. Là, je parle en l'occurrence du Mexique et du Canada, mais c'était le cas aussi la semaine dernière pour la Colombie où il a forcé aussi la main voilà, en quelques heures où en fait la Colombie à la fin a dit bon ok si c'est comme ça nous on va reprendre nos migrants et puis tout va bien se passer entre nous. Ça va passer exactement comme ça. Et prenons dans le domaine de l'économie internationale, si vous voulez, il y a pour que tout se passe bien, par exemple, il faut que le yen commence à monter. Vous savez, on en a souvent parlé. Tout à fait, oui. Le yen. Absolument. Bon. Si vous voulez en savoir plus, ça se passe sur l'université de l'épargne. On en a beaucoup parlé. Donc il faut que le yen monte. Et je sais que M. Bessent, là, le secrétaire d'État au Trésor, le ministre des Affaires financières, enfin des Finances, quoi, a longuement parlé au Premier ministre japonais, qu'ils ont parlé, paraît-il, du yen, que le Premier ministre japonais va venir faire un tour à Washington dans les semaines qui viennent. Tout à fait. Et il semble que le yen commence à monter vis-à-vis du dollar. Donc il y a peut-être un message qui est passé, dont les journalistes ne parlent pas, mais qui est extrêmement important. Et pendant qu'il parle de ces tarifs, on s'occupe des choses sérieuses, si vous voyez ce que je veux dire. De même, toutes les bourses du monde se sont pété la gueule quand il y a eu les droits de douane, là, poum. Mais la bourse de Hong Kong est montée de 2,5%. Oui. Donc, là aussi, si vous voulez, que faire monter les actifs financiers chinois pour que ça puisse déclencher une hausse de la monnaie chinoise qui arrangerait bien les États-Unis, ça aussi, ça fait partie de ce qu'on a beaucoup dit. Donc, et alors, pourquoi ça les arrangerait une hausse de la monnaie chinoise ? Pour une raison très simple, c'est ce que veulent les États-Unis, c'est avoir une industrie chez eux. Oui. Si la monnaie chinoise monte beaucoup, l'industrie chinoise sera moins rentable en Chine. Oui. Donc peut-être les industries chinoises auront l'idée de prendre leurs machines-outils et d'aller les coller dans l'Oklahoma ou je sais pas où pour faire des usines. Oui. Ça veut dire qu'en fait, ils auront moins d'avantages pour exporter leurs trucs. Leur rentabilité sera beaucoup plus faible. Oui, tout à fait. Il vaudra beaucoup mieux mettre les usines aux États-Unis, ça économise le transport et ça évitera de fâcher Trump parce que Trump, ce qu'il veut pas, il veut pas empêcher les pays les fabricants étrangers de venir aux États-Unis. Il veut simplement que ces fabricants étrangers deviennent des fabricants domestiques en fournissant chez eux. Donc l'impression que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que j'ai assisté à un immense coup de bonneteau où Trump est en train de faire des trucs très intéressants sans en parler à personne et qu'il envoie des bouts de l'art aux journalistes pour les occuper sur des trucs que personne ne regarde encore. Je me trompe peut-être. Oui, mais non, effectivement, c'est-à-dire que il se passe énormément de choses autour de Trump. Il y a plein de trucs qui se passent de part et d'autre. Effectivement, il y a toutes ces auditions actuellement pour les membres de son cabinet. Kennedy, Gabbard, Patel aussi. Il se passe plein de trucs à l'international, donc avec les histoires des tarifs, des machins. Il se passe des trucs avec le Doge aussi, qui trouve énormément de choses. On va en discuter un petit peu aussi. Il se passe énormément de choses. Alors moi, j'ai lu une interview un jour d'une femme qui était une très grosse intervenante dans le marché immobilier à New York à l'époque où Trump y était aussi. Et elle disait que c'était le plus phénoménal vendeur qu'elle avait vu de sa vie, parce que il y avait des Japonais qui voulaient acheter le Plaza, vous savez, cet hôtel mythique sur le sur le parc, etc. Et c'était Trump qui était chargé de la vente, je crois. Et donc les types étaient venus voir Trump. Et il n'a jamais parlé du Plaza. Les types, ils en pouvaient plus, les Japonais, quoi. Il leur parlait d'un projet immobilier qu'il avait sur le long du fleuve, il leur parlait de sa maison là-bas, mais il leur parlait absolument pas du Plaza. Ouais. Et donc, à la fin, ils en pouvaient plus, c'est eux qui en ont parlé, donc il a dit le prix, et puis ils ont accepté. Mais donc, c'est un type qui sait très bien manipuler les attentes des autres. Les Japonais, ils voulaient qu'on leur parle du Plaza, il est resté 4 heures avec eux, il leur en a pas dit un mot, quoi. Et les autres, ils en pouvaient plus parce qu'ils voulaient le Plaza. Ouais. Donc c'est marrant, on se rend bien compte que c'est un type qui sait manipuler les gens. Ah oui. Donc je me demande s'il n'est pas simplement en train de manipuler la presse, quoi. Oui.
Oh oui, bah c'est très probable. Donc, il le fait avec beaucoup de talent depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'on se marre avec lui? C'est sûr, il est très très fort, et puis c'est un négociateur. C'est peut-être le meilleur négociateur au monde, quoi. Très franchement, c'est hallucinant, hein, de voir quelqu'un faire ça. Surtout en fait, de voir le contraste avec nous, où on a l'impression que ça fait 5 ans qu'on parle de négocier des trucs avec l'Algérie pour peut-être essayer de baisser les migrants, les machins. La retraite, écoutez, ça fait depuis que je suis dans ce métier, moi, avant que je continue ma première retraite, on parlait déjà de réformer les retraites. Donc, comment se fait-il que depuis 50 ans, on parle de réformer la retraite et qu'on ne soit toujours arrivé à rien, quoi? Il y a quelqu'un qui fait pas ses calculs comme il faut, quoi. Oui, donc c'est ça. En fait, on a l'impression que là, en l'espace d'une semaine, il y a une activité digne de plusieurs décennies pour le rythme européen qui s'est produite aux États-Unis, quoi. C'est absolument dingue de voir ça, en fait. Mais la question, c'est combien de gens vont aller en prison? C'est ça qui est intéressant aussi. Oui, effectivement, oui. Parce qu'il y en a des cadavres dans les placards. Oui. Ça va être évidemment, ça va être très intéressant. Ça va dépendre aussi de qui arrive du coup définitivement au département de la justice américaine. Mais enfin, effectivement, ils ont tous l'air quand même très remontés contre les administrations précédentes. Et on se demande encore une fois ce qui s'est passé dans les coulisses pour empêcher Trump de faire ce qu'il voulait faire en 2017-2018. On l'a emmerdé avec cette histoire. Personne, il y a quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'il y a eu ces enquêtes sur le fait qu'il était acheté par la Russie ou n'importe quoi, vous savez, ça a duré, ça l'a bloqué dès le départ, les 2 premières années, etc. C'était Russia. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'à ce jour, on ne sait pas qui a déclenché l'enquête. Il y a certainement une personnalité très haut placée, et ça ne pouvait être qu'Obama, parce qu'il y a que lui qui a donné l'ordre au FBI de commencer une enquête sur ce truc-là. Mais à ce jour, on n'a pas... Normalement, quand une enquête comme ça est déclenchée, vous pensez bien qu'un haut fonctionnaire de base, il ne va pas la déclencher de sa propre autorité, hein. Mais il est bientôt beaucoup trop prudent pour ça. Donc c'est une personnalité politique très au-dessus qui lui dit vous allez me déclencher ça. Mais à ce jour, on ne sait pas qui a pris la responsabilité d'envoyer une enquête sur le type qui était d'abord le candidat et ensuite l'élu. C'est étonnant, non, qu'on ne le sache pas. Quel est l'homme de pouvoir qui a signé l'ordre de mission au FBI de faire une enquête ou à la CIA? On le sait toujours pas. Et ils peuvent pas s'autosaisir parce qu'aujourd'hui, ces agences-là, elles sont un peu... Vous allez vous autosaisir contre le gars avec sa président des États-Unis? Qui est le président des États-Unis? La CIA, ils peuvent peut-être essayer. La CIA a peut-être essayé, mais le FBI jamais. Mais les deux sont virables à l'instant par le président. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, il y a quand même des tas de choses qu'on ne sait toujours pas sur cette histoire, quoi. Et puis, c'est quand même révélateur aussi sur l'entourage même de Trump à l'époque. C'est-à-dire que vraiment, cet entourage, il n'était pas du tout fait pour lui faciliter la tâche. Au contraire, il était fait pour l'empêcher de tout faire. Le premier ministre de la Justice, qui était ce petit sénateur de l'Alabama, je crois qu'à peine ça a commencé à partir, il a dit moi, j'ai parlé avec l'ambassadeur de Russie, donc je ne peux pas être... Et puis, il a filé le ministère de la Justice aux fonctionnaires de la Justice qui ont fait tout pour emmerder. Donc, il y a eu un complot pour essayer de se débarrasser de Trump, c'est évident, quoi. Et au final, le ministère de la Justice en a été... Et au final, ils se retrouvent avec la pire version possible de leur point de vue, de ce qui pouvait leur arriver. Mais la question, c'est maintenant... Jusqu'ici, on n'a pas réussi à les coincer parce que le FBI bloquait tout, bloquait l'accès, le ministère de la Justice bloquait tout. Mais maintenant qu'ils ont le ministère de la Justice et le FBI, les dossiers vont s'ouvrir. Donc il y a toute une série de gars qui vont se retrouver en cabane, quand même. Oui, ça va être très intéressant. C'est sûr, vous savez, il y a une loi aux États-Unis qui dit que si vous avez commis un crime avec des complices, si vous dénoncez vos complices tout de suite, on peut aménager votre peine. Donc j'imagine que les types, quand les ministres de la Justice et du FBI seront nommés, ils vont se mettre à chanter comme des colibris, quand même. Ça doit être mignon. Oui, ça va être la foire à qui va chanter en premier. Il faut être le premier à chanter. Oui, parce que si vous balancez tous ceux qui ont déjà été balancés, c'est moins intéressant. Ceux qui nous ont balancé avant, ça sert pas à grand-chose, quoi. C'est sûr. Donc ça va être
extrêmement intéressant. Ouais. Et alors, il y a un truc que je trouve intéressant, encore une fois, ça a aussi un lien avec l'international, mais c'est le boulot du Doge. Ça va être la fin, alors, de l'USAID, ou en tout cas, de l'immense majorité des programmes de l'USAID. Ouais, ils ont filé tout ça au département maintenant des affaires étrangères, et voilà. Ils ont fermé le truc, poum. Voilà, exactement, parce qu'ils étaient, en fait, l'USAID, ils étaient un peu autonomes, c'est-à-dire un peu indépendants dans les faits. Ça faisait partie de ces trucs qui s'étaient créés, vous savez, et qui est devenu complètement autonome, sans qu'ils puissent les virer, sans qu'ils aient des élus. Sans contrôle du Congrès, sans quoi que ce soit. Du tout. Donc ils avaient plein de pognon. Ouais. Hop. Et j'ai trouvé génial, c'est que Musk est allé voir Trump, il a dit c'est irrécupérable. Trump a dit il faut les fermer. Et Musk a dit vous êtes sûr qu'il faut les fermer? Trump a dit oui, on les ferme. Et pouf, ils ont été fermés en 24 heures. Ouais. C'est quand si on fermait, je sais pas, le ministère de la Culture en France, quoi. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'était un vieux truc, une vieille agence donc indépendante du gouvernement qui était créée sous Kennedy, donc en 61. Puis c'était vraiment une sorte d'agence d'influence dans le monde. C'était eux qui distribuaient du pognon à tous les gouvernements dans le monde. Exactement. Et vous allez me dire peut-être que c'est de la grande corruption de je sais pas quoi. Alors sans doute, mais il y a même des trucs donc qui ont été rendus publics. C'était la porte-parole de l'administration qui en parlait. Je donne quelques exemples. 1,5 million de dollars pour intégrer des programmes DEI en Serbie. Donc ça, c'est les programmes diversité, équité, inclusion. Alors les Serbes sont sans doute très contents d'avoir reçu $1,5 million de dollars. On va savoir qui les a reçus, $1,5 million de dollars. Oui, effectivement, c'est une bonne question. 70 000 dollars pour une comédie musicale sur les programmes DEI en Irlande. Formidable. 47 000 dollars pour un opéra transgenre en Colombie. Les Colombiens sont ravis. Et 32 000 dollars pour une BD transgenre au Pérou aussi. Voilà. Donc on reste un petit peu dans le même registre à chaque fois. Ça c'est de la bonne monnaie d'impôt. Je suis sûr que les Américains sont très contents de payer tout ça. Donc a priori tous ces programmes là, ça va être fini. Enfin c'est même pas a priori, c'est sûr. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas essayé de réformer la bête. On l'a fermé et on a transformé tout maintenant au ministère des Affaires étrangères. Donc c'est monsieur Rubio qui va s'occuper de tout ça maintenant. Mais c'est très bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on entendait parler de ça en France, en plus de ça, il y a littéralement des choses comme ça en France, il faudrait en parler. Vous croyez ? Ah bah oui. Non, j'ai du mal avec la haute fonction publique qu'on a, sa compétence, son intégrité. Je trouve que vraiment vous faites des amalgames là. Oui, voilà, je fais des amalgames, mais chez nous, il faudra en parler 500 fois à la télé à un horaire de grande écoute avant de faire une sorte de micro-consultation citoyenne dans laquelle il y aura bien entendu Daniel Cohn-Bendit qui sera convié, avant de prendre absolument aucune décision. Donc vraiment le contraste, c'est 600. Il n'y aura pas de... Regardez par exemple les scandales du... cinéma français où il y a des gars toujours les mêmes qui font des films, il y a 400 personnes qui vont les voir, enfin du style de BHL qui fait des films, 400 personnes qui vont les voir, mais ce qui n'empêche pas de toucher des centaines de milliers d'euros pour chaque film. Mais donc il faudrait réformer de plus urgente possible la façon dont les films sont financés en France. Par exemple, je sais pas, que les gens qui font des films où beaucoup de gens vont les voir reçoivent plus d'argent que ceux qui vont voir des films où que personne ne va voir, je sais pas, un truc de ce genre-là, quoi. Oui, il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique, bon, je sais pas, mais non, pas du tout. Donc nous, on réformera jamais ça et on continuera à filer du pognon aux gens qui font de mauvais films et qui les payent, c'est les gens qui font des bons films, puisque c'est sur le nombre de tickets vendus que, donc, si je comprends bien, des trucs que personne ne va voir reçoivent plein de pognon, des trucs que tout le monde va voir, quoi. C'est le principe il faut donner du pognon à ceux qui sont nuls, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est paradoxal, mais les cinéastes français, et enfin beaucoup d'équipes dans le milieu du cinéma, vivent en fait du succès des autres équipes. Oui, il y a des films américains qu'on passe en France. Voilà, exactement. Ou même des films français qui marchent très bien, mais c'est surtout sur les films américains qui marchent en France. Derrière, on va redistribuer l'argent pour faire un peu tout et n'importe quoi. Cela dit, là, ils vont avoir un petit peu plus de mal, le milieu du cinéma français, parce que comme Bolloré se retire Canal Plus de la télé, enfin de la TNT, par conséquent, Canal Plus n'aura plus l'obligation de financer le cinéma français. Or, Canal Plus, je pense que vous pouvez pas regarder un film en France sans avoir le logo Canal Plus qui apparaît dessus. Et ben, c'était une obligation légale en fait de Canal Plus. C'est pas Canal Plus qui voulait absolument financer tout ça, c'est Canal Plus qui était dans l'obligation
l'obligation de le faire. Donc maintenant cette C'est ce qu'il obligation. y avait sur le bulletin de salaire de quelqu'un au bureau que j'ai vu récemment, ça s'appelait la contribution volontaire obligatoire. Oui. Pour le financement du syndicat. Je veux dire, c'est la première fois que je voyais une contribution volontaire obligatoire. Oui. Donc il doit y avoir une contribution volontaire obligatoire sur tous les tickets de cinéma en France. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah vous pouvez pas choisir de pas payer la taxe supplémentaire. Hein, donc, pour financer les films de DHL. Oui, de BHL, c'est bien. Ouais. Surtout que BHL, c'est pourquoi pas je comme fais pas un film? Ah bah vous pourriez, hein, mais non, juste... Non, je peux pas parce que j'ai pas les bons... Je suis sûr qu'il faut avoir des copains. Faut avoir les bons contacts, ouais, c'est sûr, ça les bons aide. copains, BHL, il les a, il n'y a pas de doute, mais moi... Hein. Ouais, et en plus de ça, c'est même pas comme si BHL avait vraiment besoin de moyens particuliers pour faire non, mais il préfère dépenser l'argent des autres que le sien, ça c'est connu, ça. Ouais. Ça fait partie de la qualité du personnage. Ouais. Et donc dans tous les trucs liés à l'USAID, on va avoir donc une congélation des aides étrangères, c'est-à-dire qu'on va, Trump a ordonné une pause de 90 jours sur la plupart des aides étrangères pour réévaluer. Voilà, pour réévaluer leur alignement avec la politique America First. Donc ça, par exemple, c'est l'Ukraine, a priori, ça va être plus compliqué pour recevoir de l'argent. Alors il avait suspendu la livraison d'armes. Elle vient de reprendre, c'est-à-dire que c'était la livraison d'armes qui avait été décidée sous Biden. Mais en revanche, pour ce qui est de l'argent, ça, à mon avis, ça va être plus compliqué parce que l'argent, on n'arrive pas à le tracer. Donc quand on n'arrive pas à le tracer, je pense que Trump c'est pas trop ce qui... Si on ne sait pas qui est le bénéficiaire final, je crois que ça va être interrompu. Ah oui, ça c'est certain. Si on ne connaît pas, si on ne sait pas exactement où l'argent va, ça saute. Ces hommes d'affaires, c'est insupportable. Ouais. Si on ne connaît pas la nécessité du gris, des endroits où on vaut mieux pas parler, on fait semblant de ne pas voir, tout ça, c'est... C'est un changement d'attitude au niveau mondial, hein, après. C'est-à-dire à la place d'essayer de piller le peuple américain au profit de soi-même, on va peut-être commencer à faire attention au fait que l'argent qui vient des États-Unis, c'est l'argent du payeur d'impôts. Oui. Donc on va peut-être, comme celui qui vous a élu, on va peut-être retourner dans un monde où c'est le payeur d'impôts qui décide in fine de là où va son pognon. Ouais. Oui, beaucoup de gens en Europe trouvent ça absolument indécent. Il y a absolument rien d'indécent à ça. Si, en particulier, Madame von der Leyen trouve ça scandaleux. Oui. Parce que sinon, comme elle aurait pu donner 1 ou 2 milliards de dollars à son mari dans une société qui n'existe pas, quoi. Mais toujours pas de procès. D'ailleurs, Madame Lauvergeon n'a toujours pas de procès. Donc il y a des tas de gens qui trouvent très très bien d'avoir touché plein de pognon sans que jamais il leur arrive quoi que ce soit, quoi. Oui, et c'est tout à fait édifiant. Du coup, depuis quelques jours, encore une fois, les dirigeants européens nous rejouent la symphonie de l'Europe de la défense. Alors, ce que je trouve absolument génial là-dessus, c'est qu'à chaque fois, on entend parler d'Europe de la défense 50 fois dans la semaine, mais déjà, il y a jamais le début du commencement d'un moindre projet concret. C'est-à-dire dire... Si, chaque fois, si vous voulez, on fait des grandes réunions et tout, et puis on sort de là et la Pologne commande des F-15, quoi. Exactement. Ou l'Espagne commande des F-15 aussi, mais personne ne commande des Dassault, quoi. Voilà, exactement. Donc l'Europe de la défense, à condition que la défense soit assurée par les États-Unis. Oui, c'est ça. 55%, j'ai regardé le chiffre hier, 55% des importations militaires en Europe, c'est-à-dire en volume en volume monétaire, quoi, sont américaines. Et ce chiffre monte à 99% pour les Pays-Bas et à 95% pour l'Italie. L'Europe de la défense. Et on se demande ce que les Hollandais ils doivent acheter sans doute avec 1% les balles de leur les balles qui sont faites, je sais pas où, en Tchéquie ou j'en sais rien, vous savez, dans les pistolets de leur ça doit être ça, oui. Parce qu'à 1%, quand même, il faut autant qu'à faire, ils pourraient mettre 100%, ça leur faciliterait la vie. Oh, le pire, c'est que franchement, ils achètent donc des F-35 pour des prix voilà, et en plus de ça pour des prix absolument indécents. 235 millions de dollars. Et il leur reste ensuite genre 40% de budget militaire pour acheter des chars Leclerc ou des canons César. Et en fait, au final, on voit ce qu'ils ont comme armement. On se dit, mais ils ont une majorité de trucs français. Mais en fait, en termes de paiement, ils ont surtout dépensé de l'argent pour les Américains. Donc. C'est la même technique que l'Arabie Saoudite. Vous achetez des avions américains en vous disant de toute façon ils volent pas, ils vont tomber tout de suite et quand il pleut ils marchent pas, mais si jamais on m'attaque
l'armée américaine viendra pour me défendre. Donc vous n'achetez pas les armes pour les utiliser, vous les achetez les armes pour avoir la garantie. Pour avoir la garantie d'après-service que les Américains viendront avec leur armée si j'avoue. Oui, c'est ça, c'est vous payez un peu en abonnement à l'armée américaine, quoi. En achetant quelques F-35 que vous laissez pourrir dans le désert. Exactement, voilà, vous les mettez dans le garage, ils sortiront jamais, on le sait très bien, mais on le fait juste pour le geste, quoi. Voilà. Ouais, au lieu de juste donner 35 millions de dollars comme ça. Donc on a cette espèce d'extraordinaire, enfin, à tort ou à raison, quand on regarde les États-Unis, on se dit qu'il y a des gars qui viennent de prendre le pouvoir qui ont l'air d'avoir une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire. Tout à fait. Et puis ça se passe vite, enfin, paf. C'est une efficacité folle. Hein. Et nous, ça fait quoi 20 ans, 30 ans qu'on a des hommes politiques qui nous expliquent qu'on peut rien faire. Oui. Enfin, que chaque fois c'est difficile, il y a l'Europe, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est quand même étonnant de voir des gens qui d'un seul coup arrivent au pouvoir et font plein de trucs. Et de l'autre côté, des gens qui sont au pouvoir depuis toujours qui disent qu'ils peuvent rien faire, quoi. À la fin, les gens, ça va finir par les agacer, non ? Ah bah, par exemple, c'est très simple, hein, ce qu'il a fait sur la Colombie en 2 heures. Nous, on est totalement en capacité de le faire sur l'Algérie, par exemple. L'Algérie ne veut pas reprendre ses propres ressortissants. Je sais même pas d'ailleurs comment c'est légal d'un point de vue du droit international, mais enfin bref. Ça gêne pas les Algériens. Oui, voilà, enfin bref. Mais par conséquent, nous, on est capable de le faire aussi. Juste, ça n'a jamais été essayé. Voilà. C'est pareil, sortir du marché européen de l'énergie, qu'est-ce qui nous en empêche surtout, je crois que l'Espagne l'a fait. L'Espagne l'a fait, oui, tout à fait. L'Espagne l'a fait, mais à ce moment-là, le milliard qu'on dépense là dans le... Comment vous appelez ça, l'espèce de truc idiot là, de l'énergie, c'est... l'AREN. L'AREN, oui. Le milliard qu'on dépense à l'AREN, les 2000 personnes qui y bossent, on pourrait les virer, faire 1 milliard d'économies, puis déjà, ça nous ferait un petit peu de... Je comprends, et en plus je relis ce que dit Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, là, il ne comprend pas pourquoi le prix de l'énergie, de l'électricité est monté en France depuis 5 ans. Il dit il n'y a aucune raison. Oui, il n'y a aucune raison, oui. Il n'y a aucune raison. Ils ont fait monter ça pour faire plaisir à je ne sais pas qui. Maintenant, la lubie de Mme von der Leyen, c'est d'avoir un prix unique de l'énergie partout en Europe. Donc on aura déjà un faux prix avec l'échange, les taux de change, avec l'euro, et maintenant on va avoir un faux prix de l'énergie. Donc vous avez un faux prix de l'énergie, un faux prix des taux de change, et vous voulez avec ça avoir une économie de marché Mais on peut pas être plus bête que cette femme. Oui, c'est qu'en fait, ce n'est pas, ça n'a aucun sens d'un point de vue du marché, parce que nous, on a une électricité qui vient notamment du nucléaire, et ce qui a augmenté depuis ces dernières années, c'est notamment le prix du gaz. Et le prix du gaz, en fait, le prix de l'électricité est indexé en grande partie sur le prix du gaz. Mais pourquoi ? Parce que c'est les Allemands qui l'ont exigé. Oui, mais tout nous, à fait. on fait de l'électricité sans gaz. Donc bah oui, mais avoir notre électricité indexée sur le prix du gaz alors qu'on s'en sert pas, il faut être fou. Oui, absolument. Il faut être complètement fou. Ou alors vouloir servir les intérêts des Allemands. Oui. C'est-à-dire, on a un énorme avantage comparatif quand même là-dessus, et on s'empêche nous-mêmes de s'en servir, tout simplement. Enfin, ça n'a strictement aucun sens d'un point de vue de marché. Donc c'est ça qui apparaît de plus en plus. Si je regarde maintenant le monde, comme ça, avec un œil désintéressé, mais comme ça, l'observateur, comme Aron, c'était l'observateur pas indifférent, mais c'est comme ça présentait Raymond Aron. Eh bien, je vois dans l'Asie, il y a des efforts d'organisation très forts entre l'Inde, la Russie et la Chine. Ils essayent de se mettre ensemble, de monter une monnaie avec Hong Kong. On en a longuement parlé aussi. Bon, vous voyez, ça s'organise. Aux États-Unis, il semble bien que le but de Trump soit d'arriver à ce qu'on pourrait appeler la forteresse America. Il va laisser tomber tous ces pays qui l'emmerdent et qui sont trop compliqués, qui le ruinent. Et il va essayer de créer un truc complètement, une espèce de forteresse, aussi bien industrielle que financière, etc. Bon, on voit très bien. Et en Europe, on a toujours le même paquet de gélatine. Personne n'a la moindre idée. On continue à dire plus d'Europe. L'Europe de la défense. L'Europe de la défense, mais enfin, on n'a pas de soldats, on n'a pas d'armée, on n'a pas d'armée. L'Europe de l'intelligence artificielle, arrêtez, on n'a pas d'ordinateur. Ouais. L'Europe de... Donc, vous voyez, ça me rappelle, si vous voulez, les grands trucs des gens qui étaient grands dans le passé, comme... et qui vous parlent du glorieux temps. Vous allez voir les Grecs qui vous parlent tout le temps de la Grèce de Périclès, mais enfin, c'était il y a 2500 ans. Oui. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Périclès, là. Ça fait longtemps qu'ils sont plus là.
Enfin, ça a été une très grande époque, mais c'était il y a longtemps. Donc, on a l'impression que l'Europe, ils disent... ils confondent la parole et la réalité. C'est-à-dire qu'ils disent, on va devenir les plus grands dans l'intelligence artificielle, et puis ils passent on va devenir les plus grands dans la construction d'avions, et puis ils passent... Mais ils font jamais rien. Ces paroles, vous vous souvenez la chanson avec Delon et Dalida, là, paroles, ben voilà. Et en plus, je trouve ça fascinant d'avoir des gens qui parlent tout le temps, sans arrêt, pour ne rien dire. Ouais. Ne rien dire, si ce n'est dire que Trump est bête. Oui, ils ont à chaque fois la réunionnite aiguë. Alors à chaque fois, on fait des sommets, on fait des trucs, on va se réunir, on va parler de trucs, machin. À chaque fois, rien ne se passe, si ce n'est des régulations supplémentaires. Autant dire, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'il faut faire, surtout si vous voulez être que font les États-Unis aussi. Un leader de l'IA. Surtout que c'est même pas comme si on manquait de génie en Europe. Juste, en fait, l'Union européenne n'a rien à faire si ce n'est juste laisser faire. C'est absolument arrêtez tout. d'emmerder les gens, quoi. Voilà, le truc c'est qu'à chaque fois on multiplie les Digital Act, etc. On se félicite de faire les plus grosses réglementations par rapport à l'IA. On empêche les business de grossir et après on se demande comment ça se fait qu'on n'est pas les leaders de l'IA dans le monde. Bah vous faites que la sanctionner l'IA des cas d'innovation. La différence entre Musk et Breton, c'était hors les de rire, quoi. Ouais. Musk, c'est qu'il voulait faire, et Breton, il voulait empêcher de faire. Oui, exactement. C'est ça la différence. Se bouger, c'est le... Donc voilà, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que je vois très bien comment l'Asie va s'organiser, je vois très bien comment le continent nord-américain va s'organiser. Je vois pas du tout comment on va s'organiser nous, parce que nous, on va se faire bouffer. Ouais. Enfin, on est en train de se faire bouffer, clairement. On va se faire bouffer. Et je vois pas comment on peut encore avoir une monnaie. Normalement, les monnaies européennes devraient s'écrouler puisqu'on n'a rien à vendre. On n'a même plus la sécurité, on n'a plus la sécurité juridique, puisqu'on n'a plus de droit, il n'y a plus de droit de propriété en Europe. Donc, je regarde tout ça, je me dis, mais avoir des actifs en Europe autres que des actifs qui vendent en dehors d'Europe, encore une fois Schneider et Air Liquide, mais avoir des actifs, de l'immobilier, des obligations, tout ça, c'est avoir des actifs au Liban en 1972. Je rappelle toujours que l'immobilier le plus cher du monde en 1972, c'était quand même Ashrafieh à Beyrouth, quoi. Ouais. Mais c'est pas des blagues, hein. Ouais. C'était l'immobilier le plus cher du monde. Ouais. Mais à partir du moment où l'État se défait, la volonté de vivre ensemble se défait, donc je me dis, l'Europe, c'est le Liban de 1972. C'est-à-dire qu'on est en train de... En fait, on maintient un certain statut parce qu'on est une sorte de continent musée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu notre gloire d'antan qui entretient un peu l'illusion d'une sorte de puissance. On a encore quelques universités. On a quelques universités. En fait, on a une réputation qu'on a héritée du passé, mais qui n'a plus vraiment lieu d'être. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est parce que la France fut autrefois puissante et grande. L'Angleterre, pareil. Mais essayer de mettre la France d'aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU, si on refaisait le Conseil de sécurité aujourd'hui, ce serait compliqué à négocier. Hein. Ce serait pas la même mayonnaise. Donc tout est un peu comme ça. Pareil, on a une grosse partie de notre business qui vient du tourisme. Les gens viennent nous voir parce que voilà, on a des belles villes, on a des vieux châteaux, on a des machins comme ça. Mais c'est un peu tout ce qui nous reste, quoi. On n'a pas trop de vision d'avenir. C'est un peu la tristesse, c'est qu'en effet, on se retrouve avec... on est devenu un pays de bronze-cul et ça m'attriste. Ouais. Ça m'attriste, c'est terrible parce que c'était pas nécessaire. Oui. On a tout fait pour... en uniformisant l'Europe, on a tout fait pour la stériliser. Oui, c'est exactement ça. Même je veux dire au sens littéral. Même au sens littéral, on voit on fait plus d'enfants. Voilà, forcément, ça peut pas. Donc, je tiens pas à vous déprimer tous, mais je dis dans les bonnes familles libanaises, puisque j'ai pris l'exemple du Liban, il y en avait toujours une ou deux, c'était souvent les femmes d'ailleurs qui restaient pour protéger les domaines familiaux dans la montagne ou je sais pas où. Oui.
et puis les hommes qui allaient gagner du fric au Brésil, aux États-Unis, etc., et qui faisaient rentrer de l'argent au Liban pour permettre à la famille de survivre. Ben, c'est très curieux, mais ce que je vois, ce qui est en train de se passer en France, vous avez tous mes amis ont leurs enfants qui sont à l'étranger. Ouais. À New York, à Londres, à Hong Kong. C'est quand même étonnant de voir à quel point la classe dirigeante française, maintenant, fait éduquer ses enfants à l'extérieur de France, et ils s'en vont après. Oui. Mais on est poussé à la porte par notre propre État. Enfin, en tout cas, si on veut aspirer à la réussite, qu'on veut espérer devenir riche ou du moins avoir. Mais si vous voulez simplement entretenir vos parents dignement en France, ben, si vous restez en France, vous pourrez pas le faire. Mais si vous allez vivre aux États-Unis ou je sais pas où, vous pourrez peut-être entretenir vos parents dignement en France, quoi. C'est ce que faisaient les Libanais. Effectivement. C'est-à-dire que le modèle américain est pas absolument parfait. Il y en a qui s'en sortent pas trop. Mais si vous êtes parmi ceux qui réussissent, vous réussirez beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France. Pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Vous pourrez dégager du fric excédentaire que vous pourrez transférer à votre famille. Donc, aujourd'hui, je crois que la France est le 2e pays du monde après les Philippines à recevoir de l'argent de l'étranger. Ah ouais. Non, mais c'est un modèle complètement différent. Autrefois, les gens ils venaient chez nous et envoyaient du pognon. Oui. Maintenant, apparemment, il y a tellement de Français à l'étranger qu'on est un pays qui reçoit du fric. Ouais, non, mais cela dit, c'est vrai que moi, je trouve ça très frappant dès qu'on voit des reportages à l'étranger, que ce soit dans le domaine de la tech, dans le domaine de l'immobilier ou je sais pas quoi, qu'on voit un peu la pointe de ce qui se fait à l'étranger. Il y a un nombre de Français, mais c'est un truc de dingue. Oui, il y a que des Gaulois. Ouais. Je les vois partout, les Gaulois. Moi, partout où je vais à l'étranger, vous avez des Gaulois qui sont très contents de vous voir et qui disent qu'est-ce que vous foutez encore en France. Et moi, je leur dis, j'étais parti de France bien avant vous, mais je suis rentré pour essayer d'aider mon pays. Mais enfin, on fait ce qu'on peut. Mais on fait ce qu'on peut. Il me dit, vous avez bien du courage. Je lui leur dis, mais je m'en fous, je suis vieux. C'est quand même. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire de voir un pays trahi par ses élites à ce point-là. Ouais. Et c'est valable même à l'échelle du continent, mais c'est vrai que pour le continent, la France fait particulièrement peine à voir. On est un peu dans la même classe que les Allemands ou que les Anglais d'ailleurs en ce moment. Les Anglais sont pas mieux, oui. Les Anglais sont pas ils sont pas en forme en ce moment. Effectivement, mais c'est vrai que quand on voit là, j'avais récapitulé quelques chiffres sous les yeux. Le DOGE, le Department of Government Efficiency, aurait déjà économisé 24,5 milliards de dollars, donc en une semaine, avec l'objectif d'économiser. S'ils font 2000 ça par milliards semaine, comme il y a 50 semaines dans l'année ou 52, ça leur fera déjà 1000 milliards d'économies. Oui. Donc ils sont pas loin des 2000. Voilà. Qu'il faut économiser. Voilà, ils ont la mission d'économiser 2000 milliards en 2 ans. Pour rappel, les dépenses totales de l'État américain, c'est 7000 milliards de dollars en 2024, quasiment. Donc ça fait Mais déjà... c'était 5000 en 2020. Et c'était 5000 en 2020, tout à fait. Donc d'un seul coup, ils veulent le ramener. Il y a 2000 milliards qui sont rajoutés, on ne sait pas à quoi. Ouais. Oui, c'est exactement ça. On a rajouté 2000 milliards et en plus de ça, les projections donnaient encore plus pour le futur. Et ils se demandent, mais en fait, on n'a pas une meilleure espérance de vie, on se sent pas mieux, on n'a pas de meilleur service public. Enfin bon, donc c'est totalement. Pas d'investissement, c'est avec des transferts sociaux. Ouais, exactement. Bon, ben au boulot les gars. Donc achetez votre petit lopin de terre, commencez à faire des choux, des carottes et des navets. Et ensuite, vous pourrez peut-être les échanger sur le marché local qui va se créer dès que la monnaie disparaîtra. Ouais. Je suis optimiste. Oui. Non, mais tout n'est pas perdu. Mais disons que c'est vrai qu'on a une propension à la stagnation en Europe qui est quand même assez impressionnante. On n'a pas du tout envie de changer les choses. Puisque vous avez confier le devoir de réglementer à des fonctionnaires. Le but du fonctionnaire, c'est que rien ne bouge. Oui. C'était les mandarins en Chine, et dès qu'il y avait une invention, ils la mettaient rapidement au placard, parce qu'il ne fallait surtout pas que quelque chose bouge. Donc, un monde dirigé par le service public, c'est un monde immobile. Autrement dit, mort. Ouais, non, et puis hier soir, je regardais LCI pour voir un petit peu ce que disaient les gens sur la dissolution ou l'absence, enfin pas sur la dissolution, pardon, sur la motion de censure ou sur l'absence de motion de censure. Et je voyais que les journalistes étaient absolument terrorisés à l'idée qu'il y ait une motion de censure sur le gouvernement Bayrou. Je me disais, mais quelle est la pire chose qui pourrait se passer? Enfin, je veux dire, on va pas avoir le ciel qui s'écroule sur la tête si demain le gouvernement Bayrou se fait
censuré. Enfin, je veux dire. Qu'on prouve que Bayrou est incompétent, ça va pas. C'est pas une nouvelle qui va. Oui. Et comme si, en plus de ça, le budget qu'il avait présenté allait sauver le pays. Enfin, je veux dire, ça ne va strictement rien. Ouais, ça va strictement rien changer. Et alors, il y avait l'économiste de plateau qui se félicitait que le spread entre la France et l'Allemagne s'était un petit peu réduit sur les derniers jours. Formidable, oui. Non, mais à ce moment-là, je réponds à ces Charam, que j'ai fait des études. Je prends jamais le spread Allemagne-France parce que c'est celui que tout le monde regarde. Donc c'est celui qui est facile à manipuler. Si vous voulez, la Banque de France s'en occupe très bien. Regardez le spread France-Danemark. Danemark, ouais. Parce que là, personne s'y intéresse et vous verrez le vrai chiffre. Et il ne s'est pas du tout réduit. D'accord. Donc vous voyez très bien que la Banque de France, M. Villeroy de Galhau a fait ce qu'il fallait. Ouais. Il a acheté en clôture quelques obligations françaises et vendu quelques obligations allemandes pour que le spread se rétrécisse. Ouais. Mais ils nous prennent vraiment... Il n'a pas les moyens de le faire sur le Danemark, du coup. Non, il n'y pense pas, parce que personne ne regarde. Il y a que moi qui regarde. Ce qui veut dire qu'une statistique que tout le monde regarde, en termes financiers, n'a aucun intérêt. Il faut que vous regardiez un truc que personne ne regarde et qui est encore déterminé par le marché et pas par le politique. Ouais, effectivement. Donc si tout le monde vous dit regardez ça, c'est encore une fois le coup du bon taux. Il faut regarder ce que fait la main gauche, pas ce que vous dit la main droite. Oui, parce que là, ils étaient tous en boucle là-dessus. C'est génial, le spread France-Allemagne s'est réduit. Bon, les gars, va falloir faire un petit peu plus pour le réduire à long terme, parce que là, je pense que ça va pas suffire. Mais en plus, on avait dû leur donner l'ordre du ministère de l'Intérieur, ou je sais pas où, de la Banque de France, que le spread s'était réduit et qu'il fallait en parler beaucoup. Oui. Parce que j'imagine pas qu'ils aient... Je pense pas qu'ils sachent où il faut regarder pour le voir. Non, mais il y avait un gars qui était vraiment l'économiste du plateau, et puis ensuite tous les journalistes disaient « Ah, c'est formidable, le spread, machin ». Bon, ils savent pas ce que c'est, mais ils disent « Ah, c'est formidable ». Très bien. Enfin voilà, donc tout ça est un peu exténuant, surtout en fait en comparaison, parce qu'on se dit à la limite si on est tous dans le même bateau, bon, quelque part la soupe passe un peu plus facilement. Mais alors quand on voit les Américains qui sont déjà quand même bien au-dessus de nous en termes de niveau de vie, commencent à traiter le problème. Voilà. Nous, on peine à avoir 0,8% de croissance. Eux, ils sont à 3. Et ils se disent, faudra encore booster parce que 3, c'est pas assez. Bon, on a l'impression de juste pas vivre dans le même monde ou dans la même époque, quoi. D'ailleurs, la France avait le deuxième niveau de vie du monde quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et puis, aujourd'hui, on est en 22e ou je sais pas quoi. Ouais, sûrement, ouais. 50 ou 60 ans de socialisme et d'étatisme, ça nous a fait passer du deuxième rang. C'est exactement le même parcours que l'Argentine ou le Venezuela, avec le même genre de crétins. Ouais. D'ailleurs, entre Mélenchon et le président vénézuélien, c'est la plus forte amitié. Ouais. Donc, oui, c'est... On est gouverné par des crétins. Oui, mais ça, je pense que c'est pas un message nouveau sur cette chaîne. Enfin voilà, je trouve ça toujours intéressant de noter le contraste, parce que moi, l'actualité européenne me déprime un petit peu. J'espère qu'un jour les choses changeront. En tout cas, c'est à ça qu'on aspire. Mais au moins, il y en a qui arrivent à montrer à peu près la voie. C'est pour ça que j'aime bien quand on discute de Javier Milei, quand on discute de Trump. En fait, c'est des types qui démontrent par l'exemple que rien n'est jamais foutu et que quand on bouge, tout est possible. Ce qui démontre toujours la même chose, c'est que la contrainte, ça marche jamais, et la liberté, ça marche toujours. Donc tout pays qui va vers la liberté s'améliore, tout pays qui va vers la technocratie se détériore. Oui, tout à fait. C'est à peu près toujours ça. Oui, mais on a une gigantesque preuve par l'exemple dans le monde. Dans la France. Voilà. Donc, on en termine avec cette émission. Un peu déprimante. Un peu déprimant. Mais pas pour les États-Unis. Nous espérons qu'un jour on arrivera avec des bonnes nouvelles aussi pour notre vieux continent. Et en attendant, on parlera du reste. Donc voilà, je vous remercie bien sûr pour votre attention. N'oubliez pas de faire un tour aussi sur l'Université de l'Épargne. C'est vrai qu'on en parle pas toujours hyper souvent, mais c'est bien d'en rappeler que ça existe, parce que on a maintenant un peu plus de 7000 clients. Ils sont très contents apparemment.
de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Donc, on a vendu 30 000 bouquins. On a vendu 30 000 bouquins sur... C'est incroyable, hein, celui qui est derrière. Donc, si jamais vous ne l'avez pas... Alors, sachez qu'il est disponible en version lecteur sur l'Université de l'Épargne. Donc, faites des économies. Voilà, vous pouvez optimiser comme ça et lire un petit peu ce qui se passe dedans. Et si jamais vous voulez l'objet en lui-même, il est disponible sur le site des éditions Pierre de Taillac. À chaque fois, je mets toujours le lien dans la description. Et c'est disponible aussi sur Amazon. Vous pouvez le commander également en librairie. Voilà. Bah, sur ce, je vous remercie encore une fois. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup.